Nous plantons la balise numéro 1 et partons. Un âne sauvage nous accompagne, galopant à côté de nos camions. 300 km plus à l'est, les cordons de dunes rejoignent la montagne. Des dents rocheuses sortent des sables. Tandis que l'on cherche un coin de passage pour les lourds camions GLM, les savants recueillent une riche moisson d'outils préhistoriques. Ils recensent de nombreuses gravures rupestres. Sous cette curieuse morille de grès, on découvrira également une poterie, conservant encore la récolte des hommes préhistoriques, des graines de micocoulier, l'arbre de la Provence. Victoire, la jonction est assurée avec la piste de Tripolitaine. Nous la retrouverons plus au nord, en direction de cette magnifique balise naturelle. Bientôt, nous pénétrons dans le Tibesti. Le poste de Zouar se cache dans un vaste cirque montagneux. On y parvient par les 3 canyons du Zouarquet. On en sort par une piste en corniche taillée dans le roc. C'est le fort de la solitude, plus isolé que le plus lointain des monastères tibétains. Nous sommes sur la piste Leclerc, riche en souvenirs héroïques. Des milliers de camions, des régiments entiers franchirent il y a 20 ans ces montagnes calcinées. La piste est exécrable. Les chauffeurs aspirent à retrouver les étendues vierges du sud. Le Ténéré était plus roulant, car sur ce grand plateau volcanique aux pierres coupantes, les châssis et les pneus souffrent beaucoup. La vitesse moyenne tombe parfois à moins de 10 à l'heure. La bordure méridionale du Tibesti, abritée des vents et arrosée, est peuplée de tibous, la race la plus fière et la plus sauvage du monde. Peut-être sont-ils les descendants de ces peuples mystérieux qui dressèrent il y a plusieurs millénaires ces alignements, ces cercles, ces pierres levées dans cette étrange vallée des morts découverte par notre pilote Guarin. Les pierres levées d'apparence mycénienne sont les premières du genre trouvées au Sahara. Les scientifiques parlent d'une cité garamantique. L'énigme est posée, elle n'est pas résolue. Contournant le massif du Tibesti, nous parvenons dans la région des Barkhanes, immenses dunes en forme de croissant, disposées en quinconce, hautes de plus de 100 mètres. Poussées par le vent d'est, elles finissent par se rejoindre pour former des cordons infranchissables, qui s'allongent sur plus de 1000 km d'est en ouest, du Tibesti à l'Aïr. Leurs lignes courbes et douces reposent agréablement nos yeux fatigués. Là, entre les sables et les falaises du Tibesti, l'eau jaillit miraculeusement au sommet d'une dune. C'est Aïn Galaka, la source la plus pure du Sahara oriental. Nous y remplirons notre citerne de 6000 litres. Nous voici au Borkou, au revers méridional du Tibesti. Dans une vaste dépression, un groupe de palmeraies s'étale sur plus de 200 km d'est en ouest. L'eau affleure à 1 mètre sous le sol. Mais des dunes en mouvement encerclent impitoyablement les oasis et font de Faya, capitale du Borkou, l'une des villes les plus isolées du monde. Faya, c'est également Larjo, capitale administrative et militaire de la province, à 1000 km au nord de Fort-Lamy dont elle dépend. Mais le Borkou est séparé du sud par un désert absolu. Malgré l'eau abondante, le climat y est terrible. Le vent qui règne en maître et la chaleur torride de l'été détruisent l'organisme. La population fiévreuse et misérable qui cultive l'oasis vit dans une sorte de torpeur végétative que rien jusqu'à ce jour n'a pu réveiller. La faute en est au vent, qui use les nerfs, qui détruit tout, qui dessèche les maigres cultures. Il arrive avec toute sa force venant des déserts libyques. Il courbe les palmiers, les fleurs et va se briser plus loin sur les montagnes du Tibesti. Pourtant, dans cette fournaise, l'homme trouve aussi ses joies. Ainsi, ce petit bout de la montagne venu chercher sa fiancée. Silhouette hiératique promenée à travers l'oasis par ses familiers et ses parents. La fête durera longtemps. Les pauvres mangeront à leur faim. Puis les youyous et le tam-tam se tairont et le vent reprendra, faisant fumer les dunes, poursuivant à travers les ruelles vides envahies par les sables, comme des spectres vivants les habitants fantômes. « 300 km de sable, les plus dangereux du Sahara, séparent Larjo de Korotoro, où commence la piste du Tchad. C'est l'ergue du Djurab, au sable rapporté par les vents. Rien ne permet de distinguer le sable solide du sable mouvant. On pique des cigares impressionnants. Il faut mettre les tôles. Travail de forçat dans la pire des fournaises. La piste du Djurab n'est d'ailleurs autorisée qu'aux convois accompagnés par des guides locaux.
La mission Tchad a été dispensée de cette formalité. Elle se rendra très vite compte que la piste des guides, tributaire des points d'eau, traverse les zones les plus mauvaises. Un nouvel itinéraire est recherché, plus à l'ouest. Les pneus sable sont mis à la plus basse pression. L'ordre de marche est changé. En avant du convoi, les GLM plus rapides rouleront à leur guise. Dès lors, on passe sans encombre, le Durab est traversé, le meilleur itinéraire balisé. Quand les dunes s'écartent, apparaît l'ancien fond asséché de la mer paléo-tchadienne. Ces roches livides sont de la diatomite, un sédiment composé de plancton, de coquillages, de végétaux et d'animaux marins. Il y a seulement 4000 ans s'étendait du Tchad au Tibesti une mer intérieure aussi vaste que la Caspienne. Il n'en reste plus que le Tchad. Une butte parsemée de débris de poteries noircies par le feu attire l'attention des savants. Il s'agit de vestiges d'une fonderie de fer proto-historique. Un précieux maillon est retrouvé reliant le passé au présent à travers les millénaires. Au-delà de ce fleuve de sable, il y a des arbres, une savane roussie par la sécheresse, une végétation permanente. Ici se termine le Sahara, ici commencent les pluies saisonnières. Et brusquement, c'est la vie. Sur 700 km, nous allons remonter le cours souterrain du Bahr el Ghazal qui sort du Tchad. Le fleuve des gazelles porte bien son nom. Elle galope par centaines sur la savane roussie, mêlée parfois à l'antilope Ariel, qui n'atteindra jamais la vitesse de pointe de la petite Dorca. En allant vers le sud, la brousse s'épaissit. Les Dazas, nomades et pasteurs, se retrouvent au point d'eau. Ils mènent encore la vie des peuples néolithiques. Pour eux, rien n'a changé depuis 30 000 ans. Devant nos roues, la grande outarde s'envole lourdement. Et le fier Oryx, roi de la savane, s'éloigne au petit galop. À chaque halte, il faut tendre une bâche, préserver le repos du personnel. La chaleur est suffocante, 47 degrés à l'ombre dans les cabines. Alentour, la vie intense de la brousse continue, bruissante et invisible à travers les rideaux d'épineux. Dans les clairières pèsent de plus en plus nombreux les bœufs du Canem, la richesse du Tchad. Les cases de Moussoro sont grouillantes de vie. Ces jours de marché et de partout convergent les paysans noirs, apportant le bois, le mil, le lait. Visage familier de l'Afrique noire qui ne nous quittera plus désormais. Pour ces primitifs, l'hélicoptère est l'objet d'une admiration craintive et respectueuse. L'oiseau merveilleux qui tombe du ciel. Le Tchad, où nous arrivons, fête sa première année d'indépendance. Nous croisons sur la piste des ministres venus de Fort-Lamy présider les fêtes de Moussoro. Pour eux, cette rencontre est symbolique. C'est l'affirmation que leur pays n'est plus enclavé à la merci des puissances côtières. Désormais, c'est du nord, directement, que tout peut parvenir au Tchad. Le ravitaillement, les matières premières, ce qui est nécessaire à la vie de cette jeune nation. Le Tchad, ne l'oublions pas, passe sans transition de l'âge néolithique à l'ère atomique. Certes, l'autruche court encore librement à travers la savane. Moins de 100 km nous séparent de Fort-Lamy. Et pourtant, à proximité de la capitale, l'Afrique éternelle demeure. Dans les forêts qui bordent le lac et le Chari vivent les derniers grands éléphants d'Afrique. Nous avons survolé ce vieux mâle dans sa réserve. Il fait front courageusement à l'hélicoptère. C'est le plus grand des mammifères terrestres. Mais son domaine se rétrécit chaque jour, chaque heure. Est-il appelé à disparaître, lui aussi? Chassé par les hommes, comme ses frères du Nord le furent jadis par la sécheresse? Après tant de jours et de nuits passés dans le désert, voici devant nous un fleuve, large, immense, puissant, le Chari. Les eaux vives nous manquaient. Nous avions vu les dernières 5000 km plus au nord. Nous voici donc à Fort-Lamy, au cœur géographique de l'Afrique. La vie ici vient du fleuve, passe par le fleuve, retourne au fleuve. Ces flots imposants coulent lentement vers le Tchad. Sur la rive sud, c'est le Cameroun. Alentour, la brousse aux éléphants, la savane aux girafes. Au nord, les grands déserts que notre convoi a mis 12 jours à traverser. Cette capitale est née du génie français. Une ville moderne aux larges avenues côtoie la ville africaine aux cases de Banco, allongée sur les rives du Chari.